Bonjour à tous, Hélène Le Goff de l'OIM ici à Tunis. Bon, apparemment, la configuration de cet atelier a un petit peu changé. On voulait quand même faire un petit exercice interactif avec vous pour reprendre un petit peu les concepts. Dans le cadre justement du concept ou le paradigme de flux migratoires mixtes, il y a différentes catégories de personnes qui sont évidemment incluses dans ces flux, y compris bien sûr les migrants et les réfugiés qui empruntent généralement les mêmes routes, routes migratoires. On va discuter un petit peu de ce concept de flux migratoire mixte. On va discuter de voir si un petit peu vous connaissez la genèse de ce concept. Qu'est-ce qu'il regroupe, qu'est-ce qu'il implique? Parce que finalement, c'est un concept quand même très pragmatique et très axé sur la gestion humanitaire et la protection finalement des migrants et des réfugiés. Alors, on a très peu de temps en fait, on a peut-être 1 heure. On va un petit peu recouper notre présentation et se concentrer essentiellement sur un cas d'étude. On était intéressé surtout parce qu'on a vu aussi on souhaiterait être complémentaire par rapport aux autres présentations qui ont été faites durant cette école d'été. Et on aimerait vous présenter le cas d'étude tunisien concernant l'assistance des rescapés en mer. Finalement, je pense que c'est une très bonne illustration de ce qu'on peut faire en matière de gestion et de protection des personnes justement qui sont mobilisées dans le cadre des flux migratoires mixtes. Et en Tunisie, on a une expérience déjà depuis 2012 avec une vingtaine de bateaux qui sont déjà arrivés sur les côtes tunisiennes et qu'il a fallu effectivement il a trouvé des solutions parce qu'il n'y en avait pas. Il a fallu au départ improviser et petit à petit installer des mécanismes qui maintenant sont en train de s'établir et on va dire impliquent différents acteurs du gouvernement, des organisations internationales et de la société civile. Rapidement, voilà, je me présente et je présente l'organisation. Vous avez vu quelques interventions déjà de l'OIM, donc à Genève et à Rome. L'Organisation internationale pour les migrations ici à Tunis. Donc la Tunisie est État membre de cet organisme intergouvernemental, merci, depuis 1999 et on a établi nos premiers bureaux en 2001. Actuellement, on a 3 bureaux, un à Tunis, un à Sfax et un autre à Zarzis. On se concentre sur différentes missions autour de la question de la gestion de la migration. Bien évidemment, on fournit un soutien technique au gouvernement tunisien sur différents volets de la migration, migration et développement, migration de travail, protection des migrants, etc. Et aussi, on fournit une assistance directe aux migrants qui se présentent dans nos bureaux. Ça englobe différents types d'assistance, et en particulier l'assistance au retour volontaire et la réintégration. On pourra en parler si vous le souhaitez. Voilà pour ma présentation. Je laisse la parole à mon collègue du HCR. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci à l'OIM qui a invité le HCR pour faire part à cette école d'été. Donc je me présente, je m'appelle Ayad Boussem et je suis administrateur de protection associé au HCR. J'ai rejoint le HCR il y a 1 an, je suis un newcomer as English people say. Avant, j'étais diplomate pendant 15 ans. Je travaillais au ministère des Affaires étrangères en Tunisie. Je travaillais à New York notamment. Et puis, j'ai l'honneur de travailler maintenant pour le SCR. Donc voilà, on va présenter avec Hélène une petite présentation sur ce qui se passe ici, notre coopération, notre coordination en ce qui concerne les flux migratoires mixtes. On va commencer peut-être par le petit jeu qu'on a préparé. En fait, c'est un quiz pour tester un peu vos connaissances concernant les concepts de base liés à la question des réfugiés, de la migration, etc. Donc, si on peut commencer maintenant. Donc voilà, on a des cartes. On va les distribuer à quelques-uns parmi vous. Il y a d'autres cartes, enfin, il y a des cartes qui comprennent les concepts, les termes, et puis il y a des cartes qui contiennent aussi les définitions. Donc, on va parler des concepts, et puis on va permettre aux participants d'associer les définitions au concept. Ok. Donc, de ce côté-là, ok. Voilà ça. Baisse.
Donc je ne sais pas si vous voulez commencer vous-même, l'un de vous a un volontaire qui va parler de la carte qu'il a. Enfin, on doit commencer par les termes, bien évidemment, et les concepts, pas les définitions. Les définitions sont élaborées, bien évidemment. Il y a des phrases assez longues. Et puis, les concepts, c'est un ou deux mots. Donc, qui veut commencer? Personne déplacée interne. Il y a la définition quelque part. Personne déplacée interne. Est-ce que vous avez la carte ou pas? Non, c'est bon. Mais c'est. Donc il y a la définition quelque part, je suis sûr. Personne déplacée interne. On peut même imaginer c'est quoi. Il y a une personne qui est déplacée interne, c'est-à-dire, je vais vous aider un peu, qui est déplacée à l'intérieur du pays où il y a une guerre, bien évidemment. Donc, si vous lisez la définition, certainement vous la trouverez. Sinon, on donne à votre collègue ici. Allez-y. Hein. On n'a pas trouvé la carte? Si. Ah. Ok, elle est malade. Merci. Tellement il est langue, peut-être que... Donc, c'est une personne qui a été forcée ou contrainte à fuir ou à quitter son foyer ou son lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violation des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles, ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets et qui n'a pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État. C'est la bonne ou... C'est là-bas. La bonne réponse. Non, celle-là, non. Moi aussi, j'ai pas bien suivi parce qu'il s'agit d'une phrase assez longue. Ça, c'est la définition élargie d'un réfugié. Oui. Ça, c'est la définition élargie. Parce qu'il y a deux définitions des réfugiés. Enfin, on va rencontrer ça d'ici peu. Il y a une définition qui existe dans... Qui n'a pas franchi les frontières. Qui n'a pas franchi. All right. It's a bit confusing. Mais qui n'a pas franchi les frontières, c'est ça qui fait la différence. Il y a des caractéristiques communes, c'est-à-dire il fuit un état de guerre, une agression ou bien des violations des droits de l'homme. Ce qui fait la différence, c'est il franchit les frontières de son pays ou ne les franchit pas. La différence entre une personne déplacée interne et un réfugié, la personne déplacée interne se trouve dans les limites de ce pays, obligée à quitter le foyer, son foyer, sa famille, etc., mais se trouve toujours within the limits, within the boundaries of the country. C'est ça ce qui fait la différence. Donc, on peut passer à un autre concept. Apatride. La définition est simple et courte. C'est une personne qui n'a pas de pays, qui n'a pas de patrie, qui n'est pas reconnue en fait appartenant à un pays. Exactement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire la définition? C'est une personne qu'aucun État ne considère comme ressortissant par application de sa législation. Donc il n'a la nationalité d'aucun État, parce que tout simplement aucun État, de par sa législation interne, n'octroie la nationalité à cette personne. Apatride, c'est une personne qui n'a pas de nationalité au fait. Il y a trop, il y a trop de cas. Il y a même les Palestiniens sont par exemple, ils sont considérés comme apatrides en quelque sorte. Mais il y a aussi des gens qui avaient la nationalité, mais qui l'ont perdue par la suite. Yeah. Oui, voilà. Oui. Il y a un nombre important et puis c'est le HCR aussi qui prend en charge ces gens-là.
Le concept de la protection internationale se base sur le fait qu'il y a la protection du pays ou pas. Donc du fait que les apatrides n'ont pas de nationalité, n'ont pas de pays. Donc voilà, parce qu'on doit leur fournir la protection internationale. Un autre concept? Protection temporaire. Protection temporaire. Protection temporaire. Ok, c'est un mécanisme assurant en cas d'afflux massif une protection immédiate et temporaire à des personnes en provenance de pays tiers qui peuvent rentrer dans leur pays d'origine. Est-ce que tout le monde a bien entendu la définition ou bien c'était un peu rapide? Parce que c'était un peu rapide. Alors, c'est un mécanisme, la protection temporaire, c'est un mécanisme assurant en cas d'afflux massif une protection immédiate et temporaire à des personnes en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine. Donc, on peut associer la question de la protection temporaire à l'existence d'un afflux massif, c'est-à-dire beaucoup de gens qui viennent en même temps dans le cadre de... Enfin, c'est un afflux massif. Et il y a deux caractéristiques. C'est une assistance immédiate, parce qu'il y a un état d'urgence, et puis le caractère temporaire aussi de la chose. On a d'autres concepts. Afflux massif. Qui a la définition d'afflux massif? Une personne qui de déposer une demande d'asile en raison d'une crainte de prescription dans le pays d'origine. Non. Afflux massif, il y a la personne, donc ça ne correspond pas. Ça, c'est un autre concept qu'on va rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la carte d'afflux massif, la définition? Donc il n'y a personne qui a... Quelqu'un a la case, je fais. Donc, situation dans lesquelles un grand nombre de personnes se présentent aux frontières d'un ou plusieurs pays. Très très bien, c'est ça la définition. Donc c'est un nombre assez conséquent de personnes. C'est pour ça qu'on appelle l'afflux massif. L'exemple le plus illustrant de cette situation, c'est ce qui s'est passé pour la Tunisie en tout cas, l'afflux massif de la Libye en 2011. Plusieurs nationalités, des Libyens, des Africains, etc., qui ont fui la guerre, qui ont été contraints de quitter le pays. Il y a des flux massifs liés aux catastrophes naturelles aussi, parce que des fois... Exactement. Ça, ce sont les définitions encore plus élaborées des situations où des demandeurs d'asile ou réfugiés quittent les pays. Mais pour les définitions qui sont consacrées maintenant, selon la Convention de Genève de 1951, la Convention de l'Organisation de l'Union africaine, etc., et d'autres conventions régionales, il n'y a pas la question des catastrophes naturelles, mais il y a une tendance d'élargir la définition vers des situations pareilles. Notamment, il y a un projet de convention arabe, mais qui n'a pas été adopté jusqu'à maintenant, qui contient cette situation-là. Donc je crois qu'on a... Est-ce qu'il reste des concepts? Oui, il reste des concepts. Un concept, une définition. Bon, ça devrait être facile. Deux. Migration forcée. Migration forcée. Situation dans lesquelles une personne est contrainte de quitter son pays de nationalité ou sa région d'origine. Très bien, c'est le cas. Donc, il y a une petite confusion pour ce qui concerne la migration forcée, la situation des... C'est-à-dire, on parlait de ça d'ailleurs, moi et Hélène, tout à l'heure, parce qu'on parle de ça tout le temps dans les séminaires et les réunions, etc. Migration forcée, est-ce que
c'est un phénomène qui doit être pris en charge par le HCR ou pas. En fait, c'est une question de terminologie, mais c'est le cas pratiquement des réfugiés qui fuient leur pays ou bien de demandeurs d'asile. Donc c'est une simple question de terminologie tout simplement. Ce n'est pas un terme juridique consacré comme le réfugié, comme le demandeur d'asile. D'ailleurs, il y a deux cas, parce qu'on n'a pas eu la définition des réfugiés et des demandeurs d'asile qui est la plus importante. Encore une fois, c'est l'utilisation, c'est l'usage du terme, mais ça revient à la même chose. Ce sont des réfugiés et l'OHCR prend en charge ces personnes-là. Mais ce n'est pas une catégorie per se, comme on dit. Ce n'est pas une catégorie qui existe de point de vue juridique. Il y a les réfugiés, demandeurs d'asile, et puis les autres persons of concern, on dit dans notre jargon, les personnes concernées, donc les apatrides, les personnes déplacées internes, etc. Mais on n'a pas eu encore. Voilà, exactement. Et puis le réfugié aussi. Une personne qui dépose une demande d'asile en raison d'une crainte de prescription dans le pays d'origine. C'est ça le demandeur d'asile. C'est une question aussi de chronologie, si on ose dire. C'est-à-dire c'est la personne qui demande ou bien qui dépose une demande pour avoir le statut de réfugié, qui croit ou pense ou estime qu'elle a droit pour avoir ce statut. Donc il y a la phase de l'examen de cette demande, et jusqu'à ce que le HCR ou bien l'instance nationale, en Tunisie il n'y a pas d'instance nationale qui est chargée de terminer le statut de réfugié, c'est le HCR qui se substitue à cette carence-là, à cette lacune. Donc on le fait, et jusqu'à ce qu'on décide sur le sort d'une demande pareille, cette personne s'appelle toujours un demandeur d'asile, et on leur donne éventuellement un certificat de demandeur d'asile. Et puis si l'examen de cette demande aboutit, eh ben, cette personne aura le statut de réfugié, complètement et entièrement. Réfugié. Personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public, dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligé de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. Merci. L'objectif principal de ce petit jeu ou ce quiz, c'est qu'on fasse la distinction entre les concepts les plus importants, parce que ça a des répercussions, on va parler de ça, Hélène va parler de ça, lorsqu'on va présenter le phénomène de la migration mixte. C'est de savoir ce qu'est un réfugié, ce qu'est un demandeur d'asile, ce qu'est un migrant économique, un migrant irrégulier, parce que ça a des conséquences et des répercussions légales et juridiques, et c'est très important de le faire. Il y a une confusion généralisée en ce qui concerne ces concepts-là. Donc c'est pour ça qu'on insiste à être sûr que tout le monde connaisse les nuances entre ces concepts et ces catégories de personnes, parce qu'encore une fois, c'est des répercussions. Donc vous pouvez trouver toutes ces définitions dans le site du HCR. Il y a la Convention de Genève qui détermine d'une manière très très précise le réfugié et les demandeurs d'asile. Et puis aussi, il y a des définitions, comme j'ai mentionné auparavant, des définitions plus élargies, qu'on peut les trouver dans d'autres instruments tels que la Convention de l'Organisation de l'Union africaine. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ces concepts-là, savoir faire la distinction, parce que même dans les médias, on fait malheureusement la même erreur, on tombe dans cette confusion. Même les autorités, pas uniquement ou exclusivement en Tunisie, mais même dans d'autres pays, européens notamment aussi, il y a cette confusion, et on considère que c'est une chose assez sérieuse. Merci pour votre contribution. Il y a d'autres définitions, ah bon, je crois. Notamment sur la définition du concept de réfugié, je crois qu'il y a... En fait, c'était voilà. un petit exercice piège, n'est-ce pas? On a vu juste une définition. Exactement. Et puis, il y en a d'autres définitions dans la salle. Voilà, ça, c'est la définition qui existe dans la Convention de l'Organisation de l'Union africaine. Mais il y a 3 ou 4 autres définitions
enfin 3 ou 4 cartes qui présentent des parties de la définition. Parce que pour un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays, qui a été obligé à fuir son pays. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre migrants et réfugiés. Migrant, volontairement, il a quitté pour trouver des perspectives économiques, etc. Le réfugié il n'avait pas d'alternative, il a quitté par crainte, qui doit être bien fondée d'ailleurs. C'est ça l'examen de la situation, ou bien du cas du demandeur d'asile, qui a fui son pays par crainte, qui est basé sur des motifs religieux, d'appartenance à des groupes sociaux, pour des raisons d'opinion politique, etc. Donc il y avait aussi des cartes qui comprennent ces portions-là, pour des raisons ethniques, pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques. Une personne qui quitte son pays de nationalité en raison d'une crainte de persécution fondée sur des motifs ethniques. Une personne qui quitte son pays de nationalité en raison d'une crainte de persécution fondée sur des motifs politiques. On comprend, tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire persécution, bien évidemment. Si on retient les mots-clés, c'est crainte, c'est fuir, c'est les raisons aussi. Donc c'est ça. Mais pour la distinction la plus essentielle, c'est entre migrants économiques irréguliers et réfugiés. Si on parvient à connaître ça, à maîtriser ça, on peut comprendre beaucoup d'autres choses par la suite. Merci beaucoup. Alors, pour continuer avec les définitions, il y avait aussi un point qu'on n'a pas vraiment abordé. La dernière fois, c'était lundi, je crois, la présentation sur les concepts et les définitions. Il y avait une définition qu'on n'a pas réellement expliquée, c'est la question de la traite des personnes. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la définition ou peuvent nous dire globalement de quoi il s'agit? Vous avez un autre? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la traite des personnes? Aucune idée. Est-ce que la traite, c'est la même chose que le trafic, par exemple? On entend parler de trafic des femmes, trafic des enfants, etc. La traite, c'est la cause. C'est la cause de la migration? Merci. En fait, j'ai pas la définition exacte, mais je sais ce que j'ai entendu parler. La traite, c'est la question du traitement des immigrés dès la phase, dès le départ, dès le début de leur au départ, jusqu'à l'acheminement, y compris les conditions de travail dans le pays de migration. Donc quand on parle de traite des personnes, on parle déjà des conditions avant le départ et ça nous réfère en fait aux conditions d'arrivée et finalement des conditions de travail peut-être de cette personne une fois qu'elle arrive dans le pays de destination. Donc ça implique nécessairement un mouvement migratoire. D'accord. Bon, pour moi, je pense que la traite, elle n'est pas forcément liée à la migration. On trouve par exemple la traite des personnes, par exemple en Tunisie, mais avec des Tunisiens. Donc la traite, c'est la façon de faire une chose, comment dire, par force, pour des gens disons, pour les enfants, pour les femmes, même pour les hommes. Donc là, par rapport aux différents commentaires, on voit que nécessairement, donc on parle d'un processus du départ jusqu'à l'arrivée. Ça nous réfère aussi aux conditions de travail peut-être dans le pays de destination.
Mais aussi, effectivement, c'est un bon point, la traite n'est pas nécessairement en fait un crime, parce que c'est un crime qui se déroule dans un cadre international, mais peut se dérouler dans un même territoire, donc par exemple en Tunisie avec des Tunisiens. Vous avez à peu près raison. Il faut savoir que par rapport à la traite, il y a un protocole spécifique qui s'appelle le protocole de Palerme, dont la Tunisie est signataire depuis 2003. Le protocole de Palerme, en fait, fixe 3 éléments très précis pour bien comprendre comment se déroule ce crime. Alors en effet, il y a des actes, c'est-à-dire les personnes sont recrutées, elles sont transférées, transportées, accueillies, alors généralement dans un pays étranger. Ça, c'est un des principes utilisés par les réseaux de traite, parce qu'évidemment, le fait de déplacer une personne dans un pays dont elle ne connaît pas la langue, dont elle ne connaît pas la culture, elle ne sait même pas si elle a des droits, elle n'est pas informée, etc., c'est beaucoup plus facile, finalement, de la manipuler. Et le but ultime de la traite étant l'exploitation, de l'exploiter. Quand on parle de traite des personnes, c'est vraiment l'esclavage, comme on entend parfois ce concept, l'esclavage moderne, et c'est vraiment ça. Donc finalement, les migrants sont extrêmement vulnérables à la traite, pour toutes ces raisons. Mais il faut savoir aussi que ça se situe aussi dans le cadre de la migration interne. Alors pourquoi est-ce qu'on associe la traite avec la migration? Parce que justement, dans les éléments de la définition de la traite, il y a cette étape de déplacement, ce transfert ou ce transport. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'exploiter une personne si elle n'est pas dans son milieu, évidemment, habituel, avec ses repères, avec les personnes qu'elle connaît, etc. Finalement, elle ne pourra pas demander de l'aide, donc elle sera beaucoup plus facilement exploitable et on pourra la maintenir dans cette situation beaucoup plus longtemps. D'accord ? Alors, dans cette définition, vous voyez 3 éléments. Les actes, que je viens de décrire tout à l'heure, les moyens utilisés. Vous parliez de la question du rapport de force, en fait, qui existe entre la personne qui est victime de la traite et le réseau de trafiquants, donc le réseau de traite. En fait, pas toujours. Effectivement, il y a parfois des moyens utilisés qui ont à voir avec la force. Donc, ça peut être le kidnapping, ça peut être des abus sexuels, des violences physiques, etc. Mais parfois, c'est tout simplement en utilisant la manipulation, en utilisant des tromperies, des fausses promesses. En général, des fausses promesses de travail, effectivement. Donc, on sera bien rémunéré, on aura une vie meilleure, on aura une situation peut-être juridique beaucoup plus stable, etc. On aura des papiers, on aura des cartes de séjour. Et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, à l'arrivée, la personne est déplacée. La personne est donc recrutée sur la base de moyens, donc soit par la force, soit par la manipulation, la tromperie. Elle est transférée, elle est déplacée. À l'arrivée, le but final de la traite étant l'exploitation, la personne découvre en fait que tout ça c'était une tromperie et qu'elle va être en situation d'exploitation, soit sexuelle. Donc ce sont les 3 types que reprend la définition internationale du protocole de Palerme. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est une définition très très longue qui recoupe justement ces 3 éléments, donc les actes en jaune, les moyens en vert et le but de l'exploitation en rouge, donc les différents types d'exploitation, y compris la prostitution forcée, le travail forcé, les différents types de pratiques analogues à l'esclavage et le prélèvement d'organes, qui sont aussi des modalités de la traite qui n'existent pas vraiment dans le contexte tunisien, mais dans d'autres pays pas très loin. En fait, par exemple, en Égypte, on trouve que ce sont des phénomènes qui sont en développement assez croissant. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le terme trafic comme synonyme de traite ? Selon vous ? Non ? Pourtant, on dit des réseaux de trafiquants. Et a priori, bon, trafiquant, trafic. Est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est incorrect ? En quoi c'est lié, par exemple ? Les deux concepts sont liés, mais ça ne signifie pas la même chose. La liaison, peut-être, comme il a dit, monsieur, c'est à propos de la cause. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez... La cause ou le but ? La cause. Je veux garder la cause. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse, peut-être ? Je pense que trafic, c'est plus général par rapport à traite. Traite, elle est liée aux personnes. Par contre, trafic, c'est lié aux drogues, aux armes, aux personnes. Je pense comme ça, je sais pas.
D'accord, oui, c'est juste, effectivement, le concept de trafic en général, oui. En fait, le terme trafic, qui est en fait très mal utilisé au niveau... Donc là, je m'adresse aux amis journalistes, aux médias, mais aussi en général, hein, enfin, dans les conversations même entre les partenaires et les personnes qui travaillent avec les migrants ou les réfugiés. Il y a des confusions dans les termes. Pourquoi ? Parce que, en fait, la traite des personnes, même d'ailleurs dans les conventions, dans les textes officiels, hein, on trouve des erreurs. Parce qu'en fait, en anglais, la traite des personnes se dit trafficking. Donc, généralement, même, voilà, encore une fois, dans les traductions officielles, on trouve des erreurs de traduction. Et donc, trafficking, on pense que c'est trafic. Évidemment, ça semble plus simple, mais ce n'est pas le cas. En fait, trafficking, c'est vraiment la traite. Et le trafic se réfère au terme anglais smuggling, donc c'est-à-dire le fait, ce sont les réseaux de trafiquants de passeurs qui aident les personnes de traverser de façon irrégulière les frontières, moyennant une somme d'argent évidemment. La personne, le trafiquant, recrute entre guillemets la personne intéressée à traverser les frontières. Il y a une somme d'argent qui est négociée. Elle est payée soit à l'avance, soit en partie. Elle sera restituée peut-être à l'arrivée, mais généralement, voilà, le réseau de trafiquants n'a pas d'autres relations avec la personne trafiquée après, une fois arrivée dans le pays de destination. Alors que dans la traite, comme vous avez vu, c'est tout un processus beaucoup plus complexe qui en fait intervenir une sorte de relation personnelle entre le trafiquant et la victime de la traite. On va lui faire croire des choses, on va lui promettre des choses, et finalement, à l'arrivée, elle se retrouve vraiment embrigadée, emprisonnée par tout un groupe de personnes. Généralement, elles sont même accompagnées par les mêmes trafiquants. Donc là, cette fois-ci de la traite. D'où, en fait, je pense qu'il vaut mieux réfléchir quand on parle de la définition, enfin des différences entre trafic et traite, vraiment sur le but final. Le but final de la traite, c'est vraiment l'exploitation d'une personne. Alors effectivement, ce sont deux concepts qui sont liés, puisque souvent, les victimes de la traite empruntent des canaux, en fait, des voies de migration irrégulières. Donc, effectivement, font parfois appel à des réseaux de trafic illicite des migrants. D'accord ? Donc, ça peut être des personnes, effectivement, trafiquées au départ, en termes de trafic illicite de migrants, puis ensuite victimes de la traite, dans le sens où, sans le savoir au départ, évidemment, elles atterrissent dans une condition d'exploitation. Elles ont des dettes, on va voir les différents mécanismes, en fait, qui sont liés à la traite, et donc, d'où cette connexion. On voit aussi, malheureusement, de plus en plus se développer des réseaux vraiment très, très diversifiés qui s'occupent de faire passer les gens, qui s'occupent de la traite, qui s'occupent de faire passer des armes, de la drogue, etc. Donc il y a vraiment une diversification des réseaux criminels, d'où évidemment la nécessité de travailler sur tous ces volets en même temps. Donc pour que vous sachiez... Voilà, de toute façon, ce sont des présentations qu'on vous laissera. Les grandes différences entre trafic illicite des migrants et traite des personnes. Au départ, donc, faut rappeler qu'effectivement, la traite n'est pas forcément un crime international. Il peut l'être, mais il peut aussi être un crime qui se déroule dans un même territoire, donc un crime aussi national. Tandis que le trafic illicite des migrants, évidemment, se déroule nécessairement dans le cadre international. Il y a nécessairement l'intention de la traversée illégale des frontières. Sinon, on ne peut pas parler d'une personne tunisienne qui serait trafiquée dans le cadre du trafic illicite des migrants en Tunisie. D'accord ? Donc, il faut forcément qu'il y ait cette vocation de traverser des frontières. La question de la documentation, elle est assez importante, puisque effectivement dans la traite, on peut trouver autant des personnes qui sont victimes de la traite, des personnes en situation régulière, comme des personnes qui sont victimes de la traite en situation régulière. Prenons le cas de la Tunisie, les victimes de la traite tunisienne. Généralement, elles sont recrutées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Internet, des fausses annonces en fait, d'emploi. Elles voyagent dans un cadre totalement légal, c'est-à-dire qu'elles ont des visas, elles ont des passeports, tout va bien jusqu'ici, elles voyagent, c'est parfois elles-mêmes qui payent leur billet d'avion. À l'arrivée, elles se font confisquer le passeport, elles découvrent en fait toute la manipulation. Et évidemment, elles sont bloquées, réduites en esclavage, généralement en prostitution forcée, malheureusement. Ça, c'est, voilà, vous voyez, comme quoi les personnes victimes de la traite peuvent initier en fait ce départ, ce processus de la traite dans un cadre totalement régulier, avec des papiers en règle, et finalement après quand même tomber dans le piège. Par contre, effectivement, il y a aussi beaucoup de cas de migrants irréguliers qui au départ sont tout simplement dans une situation de grande vulnérabilité et sont facilement, on va dire, manipulables, et donc elles sont recrutées par des réseaux et puis petit à petit exploitées. On a écouté le cas de l'Espagne, où il y a aussi des cas en Italie, dans le sud de l'Italie. On parlait tout à l'heure avec
avec notre collègue de l'ANOLF, où effectivement ce sont des situations qu'on retrouve même dans les pays les plus développés, où les personnes, dans l'intention de pouvoir avoir une vie meilleure, voyagent, essaient de trouver un travail, finalement sont embrigadés et donc piégés par des réseaux très bien structurés, très bien organisés, des fois appartenant à certains types de mafias locales, ou parfois ce sont même des individus qui gèrent en fait toute cette criminalité. Voilà. Par rapport au trafic illicite des migrants, bien évidemment, il doit y avoir cette question que la personne, évidemment, si elle emprunte des voies de migration irrégulières, c'est parce qu'elle n'a pas de papier en règle. Donc là aussi, la question de la documentation est très importante. Généralement, les personnes voyagent sans documentation, ou avec des faux papiers, ou avec des documents contrefaits. Oui. La nuance persiste, les ambiguïtés persistent entre trafic et traite. À savoir que parfois le trafic s'accompagne de traite, de manipulation, des tricheries et tout ça. Encore que le but d'exploitation, le trafic, pourrait effectivement être acheminé vers une exploitation. Donc la nuance persiste. Fallait-il pas encore trouver d'autres éléments plus distinctifs de ces deux termes? Merci. Alors, il y a des connexions. Effectivement, par rapport à la situation de traite, là, on va en parler, il y a un projet de loi en Tunisie qui est en cours de développement, qui est devant l'Assemblée des représentants du peuple. Et justement, c'est une des questions, est-ce qu'on doit juger la personne qui a emprunté des réseaux de trafic illicite des migrants? Vous savez que c'est un crime en Tunisie. Comme donc une personne qui a été victime de la traite, mais qui a emprunté des voies irrégulières de la migration. Comment est-ce qu'on doit la juger? Pour le législateur, c'était très clair, la personne qui a emprunté des voies irrégulières de la migration doit en aucun cas être jugée comme un criminel, bien évidemment. On doit considérer qu'au contraire, pour les réseaux, c'est une circonstance aggravante. Hein, donc ça, c'est très important. Par contre, il faut distinguer les cas de figure. Tout type de personnes qui empruntent des réseaux de passeurs ne sont pas des victimes de la traite, d'accord? Parce qu'elles ont juste l'intention, par exemple, je ne sais pas, tous ces flux, justement les flux migratoires mixtes qui arrivent en Europe actuellement, beaucoup d'entre eux, finalement, payent des réseaux très très chers. Évidemment, c'est une situation terrible, mais à la clé, il n'y a pas un objectif d'exploitation. Ce sont des personnes qui requièrent un service qui, malheureusement, n'existe pas. Il faudrait plutôt travailler sur des politiques dans les pays d'origine, mais ça, c'est un autre point. Et les personnes arrivent dans les pays de destination pour demander une protection particulière. Mais il n'y a pas un but d'exploitation. Par contre, effectivement, dans la traite, il peut y avoir des personnes qui voyagent régulièrement ou des personnes qui voyagent irrégulièrement. Et c'est là où il y a la connexion entre les réseaux de trafic et les réseaux de traite. D'accord ? Voilà les différents points. Un autre point aussi qui est très important dans la différence entre traite et trafic, c'est la question du consentement. Et ça, c'est un sujet assez délicat, surtout pour le législateur et pour le juge, de pouvoir comprendre si la personne était vraiment consentante, était vraiment d'accord au moment de partir justement à l'étranger, était vraiment d'accord par exemple, de réaliser la prostitution ou alors de travailler dans des conditions qu'on a décrites par exemple tout à l'heure dans la question de l'agriculture. Donc la question du consentement au niveau du protocole de Palerme, et dans le projet de loi tunisien contre la traite, il est très clair. Toute victime de la traite ne peut pas consentir à son exploitation. Encore faut-il le démontrer. Et ça, c'est la grande difficulté. Dans le cas du trafic illicite des migrants, on considère que les personnes sont volontaires. C'est-à-dire qu'il y a un consentement au départ. La personne souhaite aller à tel endroit. Elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas les moyens de le faire. Elle paye une personne qui va lui faciliter le transfert, en fait, et le déplacement le franchissement de la frontière. Or, on voit aussi beaucoup de nuances par rapport à ça, la question du consentement dans le trafic, puisqu'on voit, notamment dans le contexte libyen, de nombreuses personnes qui décident effectivement de traverser la mer. Or, on en a parlé déjà dans des présentations précédentes. Les personnes sont enfermées un certain temps avant de pouvoir traverser. Généralement, on les force à traverser dans des conditions épouvantables et les personnes n'ont pas le choix que de dire oui. Enfin, généralement, il y a des armes derrière. Elles doivent monter dans les bateaux pneumatiques qui ne sont pas du tout dans de très bonnes conditions. Donc la question du consentement dans le trafic, elle est aussi à manier avec beaucoup de pincettes. On voit de plus en plus d'abus par rapport à cette situation de la part des réseaux de trafiquants, évidemment,
dans l'optique de faire beaucoup d'argent. Finalement, la question de la relation entre le trafiquant et la victime, ou le trafiquant et la personne et le migrant, là aussi, on voit bien qu'il y a une relation contractuelle en fait dans le trafic illicite. C'est-à-dire la personne paye, on fait une sorte de tractation, et puis la relation termine là. Alors que dans la traite, généralement, la relation est beaucoup plus personnalisée. Les réseaux accordent beaucoup d'importance au choix de la personne, au recrutement de la personne. Généralement, ils l'accompagnent pendant le voyage, et donc à l'arrivée, évidemment, il y a toute cette emprise du trafiquant qui poursuit la personne pour mieux la maintenir dans des conditions d'exploitation. D'accord ? Alors, encore une fois, ce sont bien deux crimes différenciés. Il y a deux protocoles qui, au niveau international, se réfèrent à ces deux types de crimes qui, comme on voit, ont un lien très précis par rapport à la question de la migration. Mais encore une fois, ce sont deux crimes différents qui peuvent être interreliés. D'accord ? Ça va ? Alors, le problème de la langue française, c'est qu'on a la traite et le trafic, mais on a les trafiquants. Et les trafiquants, ce sont ceux qui font de la traite ou ceux qui font du trafic. Donc, c'est parfois difficile à déceler, mais c'est bien important d'être très précis sur ces termes pour bien comprendre. On va parler de la question des bases de données, la question du manque d'informations, notamment aussi en Tunisie, mais dans beaucoup de pays sur ces phénomènes. Si on veut arriver à comptabiliser ce type de situation, il faut être très, très précis sur les définitions. Juste pour préciser, tout trafic est illicite, ou bien pourquoi ajouter illicite alors Oui, c'est la définition de toute façon du protocole en question, qui dépend de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational. Évidemment, oui, c'est un trafic de personnes qui est licite, puisque par rapport à toutes les conditions qu'on a décrites. Le mot trafic, surtout, parce que le mot trafic en français, c'est-à-dire, n'est pas toujours... On peut parler sur le trafic aérien, le trafic routier, tout ça. Le trafic routier, oui, non, rien à voir. oui, bon. Voilà, je ne suis pas juriste, je ne pourrais pas donner trop d'éléments par rapport à ça, mais c'est une appellation qu'il faut que vous reteniez. De la même manière que traite des personnes, sachez que un synonyme de traite des personnes, c'est la traite des êtres humains. On entend aussi ce type d'appellation. Éviter traite humaine ou trafic humain, non, ce n'est pas utilisé, ce n'est pas correct. Oui. J'ai dit que trafic, ça peut être le synonyme de l'économie souterraine, qui est donc armes, prostitution, drogue. Oui, peut-être. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Je ne sais pas, est-ce que tu as des éléments ? Non, juste pour revenir à ce que notre collègue a dit. C'est-à-dire, il y a le terme trafic, puis tu ajoutes une qualification du terme. C'est pour différencier, et c'est pour des raisons légales, pour que ce soit clair. Trafic, ça peut être un mot, un terme qui est neutre, et puis tu ajoutes illicite pour faire la différence. Si vous permettez juste, je vais traduire un peu en arabe les différents concepts, comme ça vous les aviez. En fait, traite de personnes, c'est Etjar al-Bashar. Etjar al-Bashar, c'est le terme. Le trafic illicite des migrants, c'est Tahrib al-Muhajiri. Donc, c'est différent. Même pour le mot trafic, c'est la même chose en arabe. Nous utilisons tahrib, ou dit nous utilisons ما في كل شيء. Tahrib muhajirin, tahrib sila, tahrib كذا. C'est la même chose que le français en fait. Voilà, tahrib. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ces concepts, et puis on avance sur le cas pratique qu'on voulait vous présenter sur la question des rescapés en mer? Ça va? Alors, par rapport à la question des flux migratoires mixtes, on n'est pas vraiment revenu dessus. Est-ce que vous connaissez le concept? Est-ce que c'est un concept qui vous est familier? Je ne pense pas que dans d'autres exposés depuis le début de l'école d'été, vous avez eu ce type de discussion. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous connaissez le terme flux migratoire mixte? Non, du tout. Si on pense aux composants de ce concept,
Flux migratoire mixte. Flux migratoire mixte. Si on dit mixte. Combiné, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Ça peut référer à quoi exactement? Deux gens. Et on peut penser à quoi aux deux gens? Non, mais dans ce cas-là, c'est lié, on dit flux migratoire mixte. Ben, il faut que chacun intervienne séparément, sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer, suggérer, c'est quoi mixte et ça réfère à quoi? Peut-être que ça peut se référer à une migration aussi bien environnementale que économique que de réfugiés politiques. Donc c'est les flux migratoires mixtes, en quelque sorte. C'est ça, en fait. C'est le mélange entre les migrants économiques ou réguliers et les réfugiés, c'est-à-dire des gens qui ont choisi volontairement de quitter leur pays parce qu'ils cherchent du travail ou bien des opportunités plus intéressantes, si on ose dire, et les réfugiés qui ont été contraints à fuir leur pays parce qu'il y a un état de guerre ou bien parce qu'ils étaient persécutés pour des raisons politiques, religieuses, etc. Donc c'est ça, au fait, flux migratoire mixte. On peut toujours penser aux composantes d'un concept et imaginer, on veut dire quoi par ce concept. Donc, flux migratoire mixte, réfugiés et migrants économiques dans le même bateau qui quittent un pays, au fait. Le phénomène le plus régulier ou bien le plus apparent, c'est des bateaux qui quittent Zouera, de la Libye, vers les côtes. Enfin, ils sont rescapés aux côtes tunisiennes. C'est comme ça qu'on a eu 19 bateaux depuis 2012, 2134 peut-être, entre réfugiés et migrants économiques. Donc voilà, c'est ça le flux migratoire mixte. Oui, ce qu'il faut savoir rapidement, en fait, le concept de flux migratoire mixte n'est pas un phénomène nouveau, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est plutôt un concept, un nouveau paradigme qui est en fait pas très nouveau puisque je crois qu'il a été élaboré et conceptualisé par le HCR déjà depuis 2006, donc déjà bientôt 10 ans. Il y a eu pas mal de stratégies qui ont été élaborées par rapport à ça. OIM, HCR ont souscrit à cette stratégie avec les 10 points. On va vous donner la documentation, les 10 points en matière de gestion des flux migratoires mixtes. Et finalement, c'est un concept qui permet vraiment de mieux rendre compte de la situation de la migration de par le monde, avec des migrants, comme disait Yad tout à l'heure, sur un même bateau, des migrants qui auront pu migrer de façon volontaire ou de façon forcée. Il peut y avoir des personnes déjà réfugiées, des apatrides, il peut y avoir des demandeurs d'asile, il peut y avoir des migrants économiques, il peut y avoir des enfants avec leur famille, avec leurs parents, il peut y avoir des enfants non accompagnés, des enfants séparés, il peut y avoir des victimes de la traite, il peut y avoir des personnes tout simplement qui ont emprunté des canaux de trafic illicite des migrants, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ce concept de flux migratoire mixte nous donne cette approche un peu, on va dire, multidisciplinaire d'aborder en fait la question des migrations. Quand on parle de flux migratoire mixte, on est aussi orienté à l'assistance humanitaire des personnes. Ça, c'est évident, c'est dans un premier temps. Avant tout, on ne les considère pas comme des catégories, on les considère comme des êtres humains. Donc il y a une première phase, évidemment, d'assistance humanitaire. Et puis après, il y a tout le travail en termes de réflexion sur le statut juridique, en termes bien sûr d'accès aux services, différencier aussi au niveau des droits. Évidemment, il faut revenir à cette question du droit d'asile, la question de la situation des migrants irréguliers selon les pays. Ce n'est pas traité de la même manière. Donc tout ça nous ramène à un petit peu le rôle aussi de nos organisations dans cette gestion et dans cette assistance qu'il faut fournir à ces personnes. Voilà. Dans le contexte tunisien, depuis 2012, on a eu une vingtaine de bateaux, 19, qui sont arrivés avec des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des moins de 18 ans, des plus de 18 ans, etc., différentes nationalités. Et effectivement, ça, comme je disais en introduction, ça a supposé vraiment un grand défi en termes de protection au départ, puisqu'il n'existait presque rien pour comprendre un petit peu ces phénomènes et savoir comment gérer après les cas à leur arrivée. Alors, on voudrait
vous donner voilà, donc quelques chiffres. Depuis 2014, simplement, il y a eu 13 bateaux qui sont arrivés, avec bientôt près de 1000 personnes qui ont été rescapées. On nous pose souvent la question, alors est-ce que dans ces bateaux, il y a plus de réfugiés? Est-ce qu'il y a plus de migrants? Ça dépend. Ça dépend des bateaux. Il y a eu des bateaux où effectivement ils étaient chargés de réfugiés ou de nationalités qui sont people of concern justement du HCR. Le dernier bateau, c'était le 23 août, si je me rappelle bien. Il y avait une grande majorité de migrants, donc sur 131 personnes, il y avait 127 migrants et 4 réfugiés. Donc finalement, encore une fois, ce sont des arrivées spontanées. On n'est pas au chiffre de l'Italie ou de la Grèce, comme on l'a vu pour ceux qui étaient dans l'atelier de mardi sur la question des disparus en mer. Mais nous, avec nos quelques centaines de migrants ou de personnes, voilà, demandeuses d'asile ou réfugiés qui arrivent en territoire tunisien, bah déjà c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc on va vous expliquer un petit peu l'expérience qu'on a eue. Sachez au niveau du cadre international juridique, la Tunisie a souscrit aux différentes conventions internationales liées aux droits de la mer. Donc il y a des conventions depuis les années 70 qui ont été rédigées, notamment sur la question du sauvetage en mer, la question de la recherche du sauvetage maritime, et puis donc la grande convention sur le droit de la mer en 1982, qui fixe très clairement la question de l'obligation de prêter assistance à tout bateau qui serait à la dérive. Ça, c'était un petit peu difficile dans certains cas, notamment sur les eaux territoriales. On ne sait jamais vraiment qui doit intervenir à ce moment-là. Mais il y a eu aussi des jurisprudences par rapport à ça, des nouveaux textes en 2004 de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, qui a fixé aussi des conditions beaucoup plus strictes et qui, en fait, pourrait arriver à pénaliser les bateaux ou les pêcheurs qui n'auraient pas prêté assistance aux personnes qui seraient à la dérive. Donc on a vu d'ailleurs dans le cas tunisien beaucoup de bateaux qui ont été secourus par les pêcheurs eux-mêmes et qui ont ensuite donné l'appel bien évidemment à la garde nationale et donc à la marine pour pouvoir ramener les personnes sur le territoire tunisien. Donc finalement, cette coordination entre les pêcheurs et les autorités tunisiennes était quand même assez notable en Tunisie, surtout pour les derniers bateaux. Alors rapidement, pour que vous ayez une petite idée, au niveau des différentes étapes du sauvetage en mer, pour les rescapés, on peut avoir en tête quatre étapes particulières. Donc premièrement, le sauvetage. Deuxièmement, le débarquement. Troisièmement, la mise à disposition d'un lieu sûr et placer les personnes dans ce lieu sûr pour réaliser l'enregistrement, puis le profilage de ces personnes. Et enfin, donc, toute l'étape d'assistance, de référencement et d'application de la loi par rapport au statut juridique des personnes. Alors, la question du lieu sûr, c'est un sujet intéressant. On en a parlé aussi dans le contexte italien. Le lieu sûr, ce n'est pas un centre d'assistance, c'est vraiment un centre où, au départ, les personnes, dès qu'elles arrivent sur le territoire tunisien, elles doivent être donc placées dans cet espace. Alors, il y avait toute la difficulté d'identifier ce lieu sûr. En Tunisie, c'était très, très compliqué. Alors, voilà, un autre point, c'est que les personnes, une fois qu'elles sont placées dans ce lieu sûr, leur vie, a priori, n'est plus en danger. Donc, c'est vraiment le concept du lieu sûr. C'est un lieu sécurisé. Et on doit bien rappeler aussi qu'en aucun cas, une embarcation, donc un autre bateau, serait considéré comme un lieu sûr. Vraiment, le lieu sûr, c'est un espace sur le territoire d'accueil. Alors, dans certains cas, il y a eu l'utilisation d'une partie du port, par exemple le port de Zarzis ou le port de Ben Garden, où il y a eu donc, la mise en place d'un petit lieu sûr pour les migrants, notamment dans l'attente de trouver d'autres espaces. Mais généralement, ça crée des conflits, évidemment, avec les associations de pêcheurs ou avec les communautés locales. Donc ce n'est absolument pas une solution, on va dire, durable, mais plutôt une solution d'appoint qu'on a trouvée pour les bateaux précédents. Je vais vous dire un petit peu maintenant ce dont on dispose. Voilà. L'autre point par rapport au niveau des conventions internationales, il est clair que la responsabilité de fournir un lieu sûr doit incomber au gouvernement responsable de la région de recherche et de sauvetage. C'est ce que disent les lignes directrices de l'OMI de 2004. Donc, dans le contexte tunisien, on va parler un petit peu tout à l'heure des SOPs, donc des différentes étapes et procédures qu'on a mises en place de façon coordonnée avec les autorités, la société civile, les organisations internationales. Il est très clair que l'identification du lieu sûr doit être au moins soutenue par le gouvernement en place et notamment les autorités locales et régionales.
Une autre bonne pratique et qu'on est en train de réaliser actuellement et qui est inclus aussi dans les procédures standards opérationnelles qu'on applique actuellement, c'est vraiment de séparer aussi les populations. Donc d'un côté, les demandeurs d'asile et les réfugiés, et de l'autre, les migrants qui justement ne relèveraient pas du mandat du HCR. L'idée, c'est vraiment d'avoir deux lieux sûrs différents et séparés, mais dans le pire des cas, évidemment, on peut tout à fait les mélanger ou les avoir, donc les faire cohabiter. Par exemple, à l'occasion du dernier bateau, sachez qu'il y avait un groupe d'une trentaine de femmes, et ces trentaines de femmes migrantes ont été placées dans des centres du HCR dans l'attente justement d'avoir une meilleure solution et un meilleur espace sûr pour elles. L'idée aussi, par rapport aux bonnes pratiques, c'est vraiment de séparer les adultes des enfants, et notamment des enfants migrants non accompagnés, parce qu'évidemment, il y a eu toute une assistance spécifique pour eux. Les procédures aussi durent beaucoup plus longtemps. Il faut faire appel ici à ce qu'on appelle la figure du délégué à la protection de l'enfance, qui est en fait le tuteur légal de ces enfants sur le territoire tunisien. Donc l'idéal, c'est aussi d'avoir des espaces séparés, mais ce n'est pas toujours évident. Par rapport à la question du lieu sûr, pour revenir à ça, c'était un grand défi jusqu'ici en Tunisie. Il y a eu vraiment des difficultés d'ordre logistique, opérationnel, aussi en termes d'autorisation. On a quand même réussi depuis le mois de juillet à identifier et finalement habiliter un espace, donc un lieu sûr pour les migrants. Alors, entre parenthèses, le HCR avait déjà un lieu sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, qui est en fait un centre géré aussi en coordination avec le Croissant-Rouge tunisien. Pour la question des migrants, c'était toujours plus compliqué. On a réussi donc à identifier cet espace qui se trouve assez proche de la frontière de Ben Gardem et donc avec la Libye, où les personnes sont donc dans un espace sûr avec la sécurité donc offerte par le gouvernement tunisien. C'est un espace qui est géré par l'OIM et qui a été aussi habilité avec les soins et le soutien de Médecins sans frontières pour mettre en place des latrines et des douches. Parce que justement, la question de l'hygiène est quand même très très importante. Il faut toujours avoir en tête que ce sont des personnes qui ont passé 4-5 jours en mer et qui ont parfois des brûlures, qui ont parfois des besoins aussi tout simplement de dignité. Donc on leur donne des kits d'hygiène, on leur donne des vêtements, on leur donne des chaussures. Évidemment, l'hygiène personnelle est très très importante. Donc cet espace n'est pas encore une fois un espace idéal, mais c'est déjà quelque chose qui a été identifié et qui nous permet de opérer de façon beaucoup plus systématique désormais. Alors, une fois que les personnes sont débarquées en Tunisie, elles sont placées dans le lieu sûr et c'est là que commence l'enregistrement. Alors, l'enregistrement, généralement, selon les procédures en fait standards, l'enregistrement, c'est vraiment au départ, à l'arrivée, les personnes sont enregistrées, vos nationalités, votre nom, votre âge, et ce sont les grandes lignes. Généralement, c'est des personnes qui sont vraiment sous le choc et qui ont parfois un peu de mal à retrouver leurs esprits. Donc, c'est dans un but essentiellement de comptabiliser le nombre de personnes et à peu près voir les catégories ici de nationalité. Là aussi, ce qui nous importe, c'est de voir justement sur la base des nationalités qui seraient éventuellement demandeurs d'asile et réfugiés et qui rentreraient plutôt dans la catégorie de migrants. Une fois l'enregistrement réalisé, on attend parfois quelques jours ou quelques heures, mais souvent quelques jours pour que les personnes, encore une fois, reprennent leurs esprits, se stabilisent. D'abord, l'hygiène personnelle, la santé, et puis après vient l'étape de profilage. Donc là, on essaye d'identifier essentiellement les besoins des personnes. Est-ce qu'elle a été éventuellement, cette personne, victime de la traite dans son pays d'origine, dans les pays de transit? Ça arrive très très souvent. D'autres qui ont, en racontant leur histoire, on a beaucoup d'indices pour voir que ces personnes pourraient être des victimes de la traite en arrivant dans le pays de destination. Je crois que c'était abordé à un moment donné la question des Nigérianes qui, en fait, dans leur transit, quand elles arrivent en fait en Tunisie, dans leur récit, on voit bien qu'effectivement, ces personnes étaient attendues dans les pays de destination et qu'elles allaient certainement être ensuite récupérées par les réseaux de prostitution forcée. Donc voilà, c'est un petit peu identifier les besoins, les enfants non accompagnés, les familles, essayer de favoriser bien évidemment l'unité familiale et puis ensuite travailler sur des solutions à beaucoup plus long terme. Alors, la question de la situation juridique, comme on le disait tout à l'heure, nos organisations sont là pour soutenir le gouvernement tunisien à évidemment gérer ces flux migratoires composites, ces flux migratoires mixtes, et essayer effectivement
de donner un statut juridique à ces personnes. Alors la question peut-être des demandeurs d'asile et des réfugiés, Yad, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Pour la question des migrants, c'est assez compliqué. Les personnes arrivent et généralement, voilà, elles ont peu d'options que en fait, de pouvoir rentrer dans leur pays d'origine si elles le souhaitent. Alors, notre organisation fournit une assistance au retour volontaire de ces personnes. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler de retour volontaire dans ces conditions, mais en fait, on le voit, il y a des personnes qui ont vraiment vécu des situations très traumatisantes quand elles arrivent ici en Tunisie, qui se stabilisent un petit peu. Elles se rendent compte finalement qu'il y a très peu d'options aussi existantes dans le pays et elles prennent contact avec leur famille. Et une des premières choses qu'elles souhaitent faire, c'est de pouvoir accéder à l'option de retour volontaire. Donc, par exemple, sur des statistiques voilà, de façon assez générale, sur le nombre de bateaux qu'on a reçus depuis 2012, il y a environ 45 à 50% des personnes qui arrivent sur le territoire tunisien par bateau qui souhaitent ensuite rentrer dans leur pays d'origine. Elles ont échoué la tentative, mais elles ont aussi compris tous les risques que en fait, ce voyage comportait. Donc évidemment, elles décident de rentrer au pays. Alors ça, c'est notre organisation qui peut fournir cette assistance. Pour le reste des personnes, on voit aussi des personnes qui sont totalement convaincues de continuer à prendre des risques. Elles repartent en Libye, malheureusement, et elles retentent la traversée. Pour les demandeurs d'asile et réfugiés, peut-être tu peux expliquer. Juste une petite nuance, parce qu'on a parlé, Hélène a parlé d'enregistrement. Il faut faire la différence aussi entre l'enregistrement qui se fait d'une manière générale de prime abord, parce que les personnes rescapées sont là, sont traumatisées, donc on fait un travail de profiling au début. Pour nous, pour ce qui concerne le HCR, le Haut Commissaire des réfugiés, on connaît les pays qui sont en guerre, bien évidemment. Il y a des nationalités qui sont connues. Donc, de prime abord, on connaît que ces gens-là, enfin des Somaliens, des Érythréens notamment, des Soudanais parfois, on sait que ces gens-là sont éligibles, si on ose dire, à devenir des réfugiés. Donc on fait le profiling, on distingue un peu entre les migrants économiques, parce qu'on connaît aussi, il y a des pays qui ne sont pas en guerre, donc de prime abord aussi, ce sont des migrants économiques, et puis les nôtres, c'est les pays qui sont en guerre. Donc on fait le profiling. Mais quand on parle d'enregistrement, en tant que tel, comme un terme juridique en ce qui concerne le mandat du HCR, c'est autre chose. On procède à l'enregistrement dans une étape ultérieure. Après que les premiers soins soient fournis à ces gens-là, après qu'elles aient une accommodation, hébergement, etc. Donc on fait l'enregistrement par la suite. Le profiling se fait selon plusieurs critères, notamment la nationalité, mais ce que font les autorités, et puis il y a aussi l'assistance de l'OIM et du HCR, enfin on a notre partenaire, qui est le Croissant Rouge tunisien, qui fait cette opération, mais on supervise toute la chose. Donc il y a la nationalité, il y a aussi d'autres questions qui se posent à ces gens-là. Bien évidemment, on essaie d'être concis parce que ce sont des gens qui sont traumatisés, ils viennent d'être rescapés, ils frôlaient la mort. Donc on utilise quelques critères qui sont connus, on a nos paramètres, on a nos questions qui sont bien préparées, et puis aussi il y a des experts qui connaissent la situation, donc on pose les questions de quelle nationalité, c'est quoi le motif de votre départ, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que la nationalité, mais il y a d'autres critères aussi. S'il vous plaît. Je me demande juste si vous informez les gens qui arrivent qu'ils peuvent demander l'asile, ou si vous attendez que quelqu'un pose la question. Très bonne question. Bien évidemment, ça s'appelle le counseling. Mais encore une fois, il faut être très prudent. Parce qu'au début, ces gens-là sont traumatisés. Donc, on essaie de les rassurer. On essaie de fournir les soins qui sont nécessaires. Bien évidemment, il y a plusieurs intervenants. Ce n'est pas que les agences onusiennes. Ce n'est pas que les institutions internationales, notamment l'OIM, qui est chargée des migrants. Mais il y a d'autres partenaires aussi, d'autres intervenants, notamment les intervenants étatiques. Il y a la protection civile, il y a le gouvernorat, il y a la police, il y a le ministère de la Santé, etc. Donc il y a plusieurs intervenants. Mais à ce stade-là, lorsqu'il vient d'être rescapé, tu ne peux pas trop parler des perspectives par la suite. Tu essaies de manage to...
de gérer, la situation à ce stade-là. Mais il y a le counseling qui est très important. Il faut dire à ces gens-là, n'ayez pas peur, il y a des perspectives. Si vous venez d'un État, d'un pays, si vous avez fui ce pays-là parce qu'il y avait persécution, pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure, eh ben, vous avez le droit à demander l'asile ici. Et bien évidemment, il y a une autre étape, on présente toute la chose. Mais il y a cette partie de counseling. Au début, c'est très bref pour qu'ils connaissent qu'il y a des perspectives, qu'ils ont le droit à l'asile si ils sont éligibles à ça. Mais par la suite, c'est beaucoup plus approfondi. Mais du coup, juste pour clarifier, même si les gens sont envoyés dans le foyer des migrants, vous allez dans le foyer de l'IOM pour leur dire vous avez le droit, si jamais, à demander l'asile. Alors peut-être pour clarifier, normalement oui, effectivement. Il faut savoir aussi que le Croissant Rouge tunisien est vraiment notre partenaire opérationnel en fait aux deux organisations. Donc évidemment, ils travaillent très étroitement à la frontière sud avec le HCR. Ils ont la gestion d'un centre pour les demandeurs d'asile et réfugiés de manière conjointe. Et nous, au niveau du centre géré par l'OIM, il y a une collaboration aussi avec le Croissant Rouge qui aussi nous soutient dans la distribution de l'alimentation, etc. Et bien sûr, ils ont contact avec les migrants. Donc le message forcément doit passer. On fait des sessions d'information. Et c'est là aussi où les migrants souhaitant, par exemple, les migrants ne souhaitant pas rentrer dans leur pays d'origine, bien évidemment, on leur expose les différentes possibilités qui existent, et notamment, évidemment, la demande d'asile. Sinon ils sont dans une situation irrégulière dans le pays, notamment dans ce cas. Voilà, là, ils relèvent directement de la compétence des autorités tunisiennes. Nous, on fait évidemment beaucoup de plaidoyer pour qu'il y ait des cartes de séjour humanitaire, peut-être qu'ils soient mises en place pour ces personnes. On sait que beaucoup repartent en Libye, ça c'est vrai, mais peut-être qu'ils repartent en Libye aussi, à défaut de ne pas trouver aussi un statut juridique qui leur permettrait de rester en situation régulière ici. Donc finalement, on voit beaucoup de personnes qui repartent, mais beaucoup aussi restent et finalement travaillent dans l'informalité à la frontière sud, ce qui n'est évidemment pas la meilleure solution. Bien évidemment, ces personnes extrêmement vulnérables, on a vu, à d'autres crimes, notamment la traite des personnes. Donc oui, on fait beaucoup de plaidoyer pour prendre en considération, bien sûr, cette population qui ne souhaite pas rentrer, qui souhaiterait s'installer en Tunisie. On discutait beaucoup de la question de la Tunisie en tant que pays de transit ou de destination. On se rend compte que finalement, la Tunisie est un pays de transit, mais elle devient de plus en plus un pays de destination pour les migrants, notamment. À défaut. Parce que, par défaut, oui. Parce que en Tunisie, ce n'est pas un pays qui vraiment attire les réfugiés. Ce n'est pas un pays où on peut trouver des opportunités de travail. On ne peut pas avoir la résidence légale. Quoi ? Pardon ? Voilà. Il y a nos amis des affaires sociales. Je vois une collègue avec qui on avait le plaisir de faire une visite d'études en Italie, notre collègue ici du ministère des Affaires sociales. Oui, mais c'est rattaché au ministère des Affaires sociales. Donc on avait une expérience très très intéressante. On a visité l'Italie, on a eu plusieurs contacts avec les autorités italiennes. On a aussi vu comment ça se passe pour ce qui est des opérations de sauvetage en mer et post-rescue operations, c'est-à-dire les opérations qui suivent. Et on a vu qu'ils ont une expérience assez intéressante, même si leur système explose plus ou moins, et si on peut le mettre entre guillemets. Mais ils ont un système légal très très élaboré et plusieurs avantages pour ce qui est des migrants et pour ce qui est même des réfugiés, des garanties, ce qui n'existe pas malheureusement en Tunisie. Mais il faut nuancer ça. Les autorités tunisiennes fournissent des efforts pour essayer d'aider un peu en ce qui concerne la situation des réfugiés. On travaille avec les autorités tunisiennes sur un projet de loi sur l'asile depuis 3 ans. C'est en processus d'élaboration maintenant. On travaille aussi sur d'autres secteurs. Elles nous aident en ce qui concerne la protection et l'assistance fournie aux réfugiés, mais on aspire à mieux parce que le travail du HCR, en fait, c'est de fournir un contexte et un espace de protection favorable à ces gens vulnérables. On n'a pas trop de réfugiés ici. Qui sait, by the way, qui a une idée sur le nombre de réfugiés qui existent en Tunisie?
Je connais le comme mais devinez, hein? Exactement, c'est une bonne nuance. Parce qu'il peut y avoir des personnes. Ces jours-ci, j'ai entendu parler de chiffres assez variés en ce qui concerne les Syriens. 4 000, 8 000, 10 000. Les Syriens qui sont enregistrés auprès du HCR, c'est-à-dire qui venaient au bureau du HCR ou bien aux partenaires qui le croissant parce qu'ils reçoivent les demandes et puis ils les réfèrent à nous, c'est 606 personnes, 606 Syriens entre 960 et quelques. C'est-à-dire on a moins que 1000 réfugiés et demandeurs d'asile en Tunisie, pas uniquement des réfugiés, des demandeurs d'asile, c'est-à-dire la demande est en cours d'examen. Donc le nombre est infime par rapport à d'autres opérations. Si on voit les millions qui existent en Turquie, le 1,5 million au Liban, en Jordanie, etc., c'est rien. Mais aussi, c'est une question très importante parce qu'il y a des défis assez énormes à cause de l'absence d'une loi nationale sur l'asile, à cause de l'absence de garantie pour la protection. Mais aussi, on peut remarquer une certaine évolution, un certain progrès, parce que les autorités tunisiennes sont conscientes qu'il faut étoffer le système des droits de l'homme ici en Tunisie. Et elles sont conscientes aussi que la composante protection des réfugiés manque. C'est pour cela qu'elles avancent. Mais bien évidemment, il y a d'autres considérations qu'on peut comprendre. Je voulais juste dire qu'il y a eu une étude récente de Sigma Conseil qui disait que les Syriens étaient entre 6 000 et 9 000. Et donc, qu'est-ce qui fait que ces Syriens ne fassent pas une demande d'asile auprès de l'UNHCR et que vous n'en avez que 600 ou 650? Très bonne question aussi. Le travail du HCR, ce n'est pas un travail de porte-à-porte. C'est-à-dire, on ne va pas aux gens dire « venez vous enregistrer ». Mais je ne veux pas non plus que vous ayez l'impression qu'on évite que les gens s'enregistrent avec le HCR. On fait un travail d'information, on dit aux gens ce que fait le HCR, on a des leaflets, c'est-à-dire des brochures, etc., pour présenter ce que sont les droits de ces gens-là, les obligations, etc. On essaie de participer à des émissions dans les radios, dans les télévisions, etc. Donc on fait un travail d'information qui est assez conséquent, mais on ne peut pas non plus forcer les gens à s'enregistrer. Vous parlez de 6 000, 8 000 Syriens, 9 000, je ne sais pas c'est quoi le nombre exact, mais on n'enregistre que les gens qui déposent une demande auprès du HCR. Il n'y a personne, il n'y a pas un Syrien qui vient auprès du HCR et qui n'a pas été enregistré. Pour vous répondre autrement, il y a peut-être d'autres considérations personnelles. Peut-être ces gens-là craignent de se présenter à une institution officielle parce qu'ils croient que ça va leur affecter d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plusieurs considérations. Je ne sais pas exactement, j'essaie de spéculer, mais on sait aussi qu'il y a des considérations personnelles pour ces gens. Ils évitent de venir pour une raison ou pour une autre. Mais on vulgarise, we spread the information. On diffuse l'information pour que tous les Syriens, on ne fait pas de ségrégation en fait. C'est vrai que les Syriens, parce que maintenant les médias sont focalisés sur la question, mais notre boulot c'est de prendre en charge toutes les personnes, peu importe leur nationalité, Syriens et autres. Oui, moi j'ai une petite question technique. Je voulais comprendre comment une personne peut être directement en statut de réfugié quand elle arrive par bateau. Et par ailleurs, une fois qu'elle est prise en charge par le HCR, quelles sont les options qui sont proposées à un réfugié qui souhaiterait reprendre la mer? Parce que cette personne réfugiée a des droits en Tunisie, mais si elle souhaite repartir, quel est le positionnement et comment réagit le HCR? Au fait, il faut pas non plus penser que ces personnes qui viennent, qui sont rescapées en mer, elles sont dotées immédiatement d'un statut de réfugié. C'est la même procédure qui s'applique. C'est-à-dire c'est l'urgence de la chose qui impose qu'on donne des soins, de l'assistance immédiate et urgente, mais après c'est la procédure ordinaire qui est une procédure assez laborieuse et assez compliquée. Oui, c'est exactement le... Non. Demandeur d'asile, réfugié, comme on a dit au début. Demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a présenté une demande pour avoir un statut de réfugié et cette demande est en cours d'examen. Réfugié,
il a déjà eu le statut de réfugié parce que le HCR, ou bien l'instance nationale qui existe dans un pays déterminé, a décidé que sa demande a été bien justifiée. Donc voilà, vous êtes réfugié maintenant. On ne donne pas ça comme ça, c'est-à-dire c'est un droit au fait, si les conditions se remplissent, ou sont réunies plutôt, et voilà. Peut-être pour clarifier, je pense que c'est par rapport à la question du fait que quand les personnes partent de Libye, elles ont parfois déjà le statut de réfugié. Elles ont déjà obtenu le statut de réfugié Ça par n'empêche. le HCR dans un autre pays. Donc elles arrivent, voilà, elles cherchent à aller Ça en Europe, mais n'empêche, ça elles arrivent en existe. Tunisie. Donc c'est pourquoi je pense qu'il y a cette différenciation entre ceux qui ne sont pas encore réfugiés et qui n'ont pas obtenu ce statut de réfugié auparavant, ils seront demandeurs d'asile, et les autres qui ont déjà le statut. Mais effectivement, la procédure, elle doit être de toutes les manières refaite en Tunisie. Même s'ils ont déjà le statut de réfugié. C'est ça votre question, en fait, si ces personnes sont déjà réfugiées dans un autre pays, peu importe, c'est-à-dire c'est une autre procédure. Mais on prend ça en considération, ça ne veut pas dire que cette personne aura automatiquement le statut de réfugié en Tunisie, mais ça peut aider un peu. Vraiment, c'est une procédure assez compliquée dans le sens qu'il y a une étude très très détaillée de la chose. C'est une science exacte, mais c'est aussi une appréciation et évaluation assez objective de la chose. C'est-à-dire on a plusieurs mécanismes, plusieurs moyens pour assurer les droits de ces gens-là, notamment un appel si la décision est négative. Donc, mais ça, malheureusement, on n'a pas le temps pour parler de ces détails-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en effet, il arrive que des personnes qui ont déjà le statut de réfugié ici en Tunisie prennent quand même le bateau et Exactement. partent en Europe. Exactement. Et ça arrive souvent. Mais notre travail en tant qu'ACR, et notamment l'OIM, dans leur partie qui leur concerne, on dit à ces gens-là, moi j'avais l'occasion d'en parler à ces gens-là, et on essaie de les convaincre, vainement parfois, que ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire, après une expérience aussi traumatisante, vous avez frôlé la mort, vous voulez encore une fois revenir en Libye pour tenter en une autre fois et penser qu'aller en Europe et aller au paradis, au fait. Ici en Tunisie, il y a des gens qui restent, mais... Qui paye? Est-ce que c'est les structures internationales? C'est eux qui s'occupent de la partie logistique, de quoi vivre, quoi. Mais ou est-ce que c'est l'État tunisien qui doit s'en occuper une fois le HCR a décidé que cette personne a le statut de réfugié? Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'Italie est très avancée par rapport à ça, parce que l'Italie, il faut le reconnaître, elle bénéficie de financement de l'Union européenne. Je ne sais pas, c'est 35, même dans les centres, 35 euros, quelque chose comme ça, donc pour l'Italie, pratiquement, ils ont les moyens. Mais il faut reconnaître, la Tunisie, on n'a pas les moyens. Donc, est-ce que les instances internationales vraiment viennent ou aident la Tunisie pour pouvoir assurer vraiment voilà. Une excellente question. Partant du fait que c'est une obligation légale, la Tunisie a adopté la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Donc il y a des obligations qui émanent de ça. C'est une obligation internationale en vue d'un texte légal international. Donc la Tunisie a l'obligation de protéger des gens qui n'ont pas la protection de leur pays si ces personnes-là viennent au territoire tunisien. Ça, il faut avoir ça dans la tête. Ce n'est pas question de moyens financiers et matériels. C'est une question d'obligation, même humanitaire à notre niveau. Donc il faut comprendre ça tout d'abord. Et puis la question des moyens, parce que la Tunisie passe par une période assez difficile, parce que la Tunisie n'a pas de moyens, comme l'Italie. C'est très vrai que l'Italie bénéficie d'aide de l'Union européenne, c'est différent. Mais c'est une question de volonté, de choix politique, et aussi de respect des obligations internationales. On a dit au début, il faut nuancer. Les autorités tunisiennes font un effort considérable. On a des rapports très avancés avec les autorités tunisiennes, très respectueux aussi, basés sur la coopération et coordination. Notre représentant vient de rencontrer le ministre des Affaires étrangères récemment. Ils ont discuté de la question des Syriens. D'ailleurs, il va y avoir un séminaire ou une sorte de conférence bientôt. Donc, il y a toujours la volonté de suivre ce qui se passe sur l'échelle internationale, ce que la Tunisie peut offrir, même si la Tunisie, on comprend ça parfaitement et objectivement,
passe par une période assez difficile, il y a des contraintes, il y a des soucis sécuritaires, etc. Donc on comprend tout ça. Et puis le ACR travaille sur ce qu'on appelle le capacity building. Donc des visites pareilles avec les institutions étatiques tunisiennes s'inscrivent dans ce cadre-là. C'est-à-dire on essaye de doter les autorités tunisiennes des moyens pour comprendre mieux, maîtriser mieux les phénomènes des réfugiés, de la migration, etc. Enfin, la migration, c'est plutôt Hélène et les collègues à l'OIM, mais c'est ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire on essaie de travailler sur ça, parce que c'est un phénomène qui n'est pas très, très bien assimilé par la Tunisie. C'est un phénomène pas très nouveau, au fait. Si on remonte un peu dans l'histoire, on trouve que la Tunisie a accueilli plutôt des milliers, les Palestiniens, mais des milliers d'Algériens, 1957-1958. Et c'était par une demande officielle qui a été adressée à l'époque au commissaire des réfugiés. Une petite dernière question, et je sais qu'après le repas nous attend. Merci. Alors, c'est juste de revenir sur les 4 étapes qui ont été décrites tout à l'heure concernant l'enregistrement et le profiling et tout ça. Alors, ma question ça, va vers ce petit profiling, c'est-à-dire le périmètre d'intervention des HCR, de l'OIM dans cette phase de profiling. Vous avez dit tout à l'heure qu'on sait d'ores et déjà que telle personne ou telle personne, il vient du Soudan. Alors on sait d'ores et déjà le statut qui pourrait l'avoir, plus ou moins. Et vous avez parlé aussi de certains critères qui sont donc complexes et tout ça. Il y a un profiling qui se fait sur la base de multiples critères. Alors, une deuxième question qui soit en relation avec la première, à savoir, généralement, le statut de réfugié, on peut l'avoir au-delà de quelle période? Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas de délai bien déterminé. Parfois, une demande qui émane d'un demandeur d'asile peut prendre des mois pour aboutir, ou bien même pour avoir une décision. Si je vous explique en détail comment ça se passe exactement, c'est assez étonnant. Même pour moi qui avais une expérience internationale auparavant, quand j'ai débarqué au SCR, la procédure pour déterminer le statut de réfugié, c'est une science assez profonde et assez intéressante, mais la logique derrière ça, c'est de mettre toutes les garanties possibles pour que personne ne perd l'opportunité d'avoir un statut de réfugié si les conditions sont réunies. Il y a des conditions ou bien des critères qui sont très objectifs, qui existent dans des lois internationales, la Convention de Genève de 1951 et d'autres instruments juridiques aussi, mais il y a aussi l'aspect humanitaire. Mais on ne peut pas non plus faire intervenir cet aspect d'une manière assez large, sinon... Exactement. Mais c'est une science et il y a plusieurs garanties. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de ça. S'il y avait... si on aura l'occasion une autre fois, peut-être on parlera de ça. Mais soyez sûr qu'un cas, même un seul cas, requiert un effort considérable de chaque agent, ce qu'on appelle RSD Officer, Refugee Status Determination Officer. C'est-à-dire ça prend des mois et des mois, des contacts avec d'autres agences, une recherche personnelle sur le pays d'origine, une vérification du parcours de l'intéressé, une évaluation de la situation, une étude même psychologique. C'est un travail énorme pour chaque cas. C'est pour ça, même si une opération n'a pas un grand nombre de réfugiés, tel que la Tunisie, c'est toujours un défi parce qu'il y a plusieurs besoins, plusieurs défis, plusieurs... ça aussi, c'est un peu... Enfin, tu déposes une demande d'asile, tu prends normalement un certificat de demandeur d'asile qui va durer 3 mois, et puis pendant cette période, normalement, il n'y a pas une assistance, mais selon la vulnérabilité des cas, on peut fournir de l'assistance. Pour ce qui est des réfugiés, on donne un certificat de réfugié. Il a d'autres avantages, si on ose dire, avec un langage assez simplifié. Et puis, c'est là où les autorités tunisiennes ont fait leur part des choses, même si on espère beaucoup plus, parce que les réfugiés, normalement, ils ont accès aux services médicaux, ils ont accès à certains services publics, pas malheureusement work permits, les licences de travail, c'est on dit ça, voilà, permis de travail. Donc voilà. Mais
on prend soin de ces gens-là. Ils viennent toujours dans notre bureau, au bureau du Croissant Rouge, pour notamment évaluer leur situation. Il y a des cas vulnérables. On voit toujours des femmes, par exemple, single women, qui ne sont pas mariées, avec des Syriennes notamment, qui ont 2, 3, 4 enfants dans leur famille. Ils n'ont même pas les moyens de payer le loyer, etc. Et avant la rentrée scolaire aussi, ce sont des défis énormes. Mais on fournit de l'assistance généralisée dans ce cas pour les... Et puis on a notre collègue aussi de l'Islam Crédif ici qui font un travail dans le sud qui est assez intéressant. Kif, c'est vocational training, des cours de langue, voilà, support psychosocial, etc. Il y a vraiment une méconnaissance, malheureusement, je dois le dire en toute honnêteté, de ce qui se passe non seulement pour le mandat du ACR, de l'OIM pour les migrants, aussi les partenaires tels que l'Islam Crédif, Croissant Rouge, qui est notre plus grand partenaire, ce qu'ils font pour les réfugiés, pour ces gens-là. Malheureusement, on focalise surtout sur les aspects négatifs. On n'a pas de problème, bien évidemment. On reçoit toujours, avec un esprit positif les critiques. On essaie d'améliorer aussi. Mais il faut aussi savoir ce qui se passe et ce que nous faisons, et ce que les autres font aussi, et ce que vous pouvez faire aussi aux réfugiés par des initiatives peut-être personnelles et pas uniquement quand on voit une photo qui fait un peu... Pardon, je crois que... Voilà. Merci beaucoup.